Mathias. C'est le nom du gars, là, couché sur le canapé, à plus bouger. Il mange plus, se lève que pour pisser ou vomir. Et même si t'as l'impression qu'il dort beaucoup, en réalité, il peut pas fermer l'œil. Dans sa tête, il y a un brouillard de pensées infinies qui vont dans tous les sens, qui se calment jamais et qui le hantent. Je parle de ce faible parce que c'est souvent comme ça qu'on les voit à la troisième personne. En fait, même s'il me ressemble un peu, j'ai décidé de renier cette version de moi-même, de lui-même. Faut croire qu'il fait encore un peu partie de moi. Par contre, ce qui fait plus partie de moi, et ça c'est assez sûr, c'est ma putain de cheville qui arrive au même moment. Voilà, en fait, le burn-out suffisait pas, fallait vraiment que je touche le fond mentalement et physiquement. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé cette aventure sur YouTube, j'aurais jamais imaginé que ce qui était à la base une simple passion allait finir par me mettre dans un état pareil. En me lançant, on m'a directement annoncé la couleur. Celle de la douleur, mais le désir était plus fort que la peur. Alors je me suis battu dans cette quête principale qui était d'inspirer un maximum de monde. Mais cette histoire, vous la connaissez déjà. Enfin, vous la connaissez jusqu'à ce moment-là. J'ai vraiment des larmes de bonheur qui me viennent aux yeux. Parce que je savais pas que c'était possible d'être autant épanoui. J'ai envie de dire merci au Mathias d'il y a 3 ans pour ne rien avoir lâché. Parce que putain... putain, si j'avais arrêté, je sais pas ce que je ferais là maintenant. Mais en tout cas, pas ce que j'aime. Après cette vidéo, j'étais aux anges. La lumière était sur moi, certaines personnes qui m'inspiraient ont réagi à la vidéo, et d'autres m'ont écrit. Sur une vidéo d'1 demi-million de vues, j'ai lancé ma marque de bijoux, qui a reçu un accueil incroyable. Avec ça, je pouvais enfin le dire, je vivais de ma passion. Ma mère qui croyait pas en moi... Mais franchement, faire des vidéos, c'est pas un vrai travail, t'aimerais pas un vrai job? A fini par devenir ma plus grande supportrice. Ça commande alors? Tout ça? Ah, et puis, il y avait cette fille. Nos vies se sont rejoints et ensemble, on faisait le monde. Parfois depuis le canapé et d'autres fois sur place. Alors comment, à partir de mon petit sommet, j'ai pu finir si bas? Je vais vous expliquer. Dans ma vie, j'ai 3 quêtes principales. Inspirer à travers YouTube, prouver ma vision avec l'entrepreneuriat et me surpasser avec le sport. Dans ces quêtes principales, je me fixe pas d'objectif long terme. Pourquoi? Bah je sais pas. Peut-être parce que je veux tout, et au fond de moi, je sais que quand tu veux tout, tu finis avec rien. Alors je voulais pas prendre le risque d'être déçu. Mais en réalité, à ce moment, je gérais les 3. Sur YouTube, j'étais au max, j'ai même continué dans ma lancée avec une vidéo sur The Rock qui a super bien marché. Dans l'entrepreneuriat, Bilost avait généré plus de 200 000 € sur sa première année, et dans le sport, j'étais enfin titulaire en Liga. J'avais tout. Tout ce dont j'avais toujours rêvé, sauf que tout, c'était toujours pas assez. Alors à ça sont venus s'ajouter mes quêtes secondaires. Coucher avec Sydney Sweeney. C'est qui? Mes quêtes secondaires se résument en une liste de cases que je me devais tracer une par une tout au long de ma vie. On a reçu le cadeau de naître dans un monde offrant une infinité de possibilités. Mais la peur d'en rater une qui me tient à cœur a dessiné toujours plus de cases, de rêves à poursuivre. Et oui, je suis un rêveur convaincu que la vie c'est pas un choix entre ça ou ça, mais l'audace de dire ça et ça, et pourquoi pas plus. Alors soyons honnêtes, ce système de cases m'a fait découvrir un nombre incalculable de choses, et sans ça, j'aurais jamais accompli tout ce que j'ai pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, à quel prix? Un système où chaque case cochée en crée une autre vide, parfois vide de sens. Des quêtes sans fin, certaines vouées à l'échec, certaines où j'ai trouvé le succès, d'autres juste pour satisfaire mon ego, d'autres au prix d'amitié perdue, et une seule, qui m'a coûté une part de ma santé. Chaque case a une histoire, un vécu et un prix. Et maintenant je vais vous lire l'addition. La première case consistait à découvrir le monde, à m'ouvrir à des cultures, des paysages, des manières de vivre différentes de ce que j'ai toujours connu. Alors après ma vidéo sur The Rock et grâce au lancement de ma marque, j'ai enfin eu les moyens de partir à des endroits qui m'ont toujours fait rêver. C'est une case un peu éternelle, qui se cochera jamais complètement, et tant mieux. Sauf que très vite, même durant mon premier voyage en Islande, ma mentalité de bosseur m'a rattrapé. Je suivais un peu les perfs de mes vidéos, et je voyais clairement que j'étais à mon prime. Un prime un peu timide, certes, mais ce serait con de pas l'alimenter. J'ai alors levé la tête de mon téléphone, et je voyais 2 choses. Des paysages à couper le souffle, et l'opportunité de faire quelque chose de différent. On est arrivé au meilleur point de vue pour voir le volcan. C'est incroyable. Vous savez quoi? Je l'ai pas fait.
J'aurais beaucoup aimé en vrai. Mais mon patron voulait que je fasse des expériences, où je galère pour ensuite me surpasser et résoudre un problème. En d'autres termes, il s'en battait les couilles d'un volcan en éruption. Alors pendant que les glaciers tombaient devant mes yeux, mon attention, elle, coulait dans mes pensées avec un seul objectif, trouver un concept puissant qui intéresserait des gens qui ont kiffé me voir reprendre l'éthique de travail d'Elon Musk et The Rock, tout ça en étant en vacances en Islande. C'est impossible. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vais y revenir. D'abord, j'avais un autre problème à régler. Pendant que j'explorais l'île, j'avais l'habitude de recevoir des notifs Shopify constamment, et donc de me voir gagner des thunes sans bosser. Ça a duré quelques jours, où clairement je me prenais pour Elon Musk en mode si je fais des thunes en dormant, mais tout d'un coup, les notifs se faisaient de plus en plus rares. Eh ouais, on a rien à se branler les couilles. J'ai alors sorti mon appareil photo, et entre 2 burgers faits maison, j'ai profité de ces endroits hors du temps pour créer du contenu et alimenter le compte Insta pour vendre. Les images étaient folles. Le sable noir se différenciait de ce qu'on a l'habitude de voir et matchait parfaitement avec l'univers de marque qu'on voulait construire. Ces moments où tu deviens créatif même en vacances valent de l'or. C'est souvent comme ça que tu t'ouvres à l'innovation, à de nouvelles façons de créer. Mais c'est aussi, et surtout là que j'ai compris, que je serai jamais réellement en vacances. En Islande, c'est la première fois que je l'ai vraiment ressenti. Tout d'un coup, je le vois, on est à l'autre bout du monde, on visite quelque chose de fantastique et il est là, et tout d'un coup, il prend son téléphone, je vois qu'il écrit des choses, qu'il a eu une idée et on l'a perdu. Le métier que je me suis créé et que je serais même pas capable de nommer, c'est un métier qui s'arrête jamais. Et même si t'es pas en train de filmer, t'as toujours des idées en tête. Il a plein d'idées. Et ça, c'est génial, je dis pas. Mais il en a tellement que forcément, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Et même les moins bonnes, en fait, il les développe et il perd beaucoup de temps avec et d'énergie. Mais même quand je lui dis de pas y aller, il y va. Hein? Le gars, il voit un alpaga au Pérou, il se dit qu'il va lancer un business de pull en laine. On était au Machu Picchu et en gros, en dessous du Machu Picchu, t'as un village, une ville assez sympa. Et on a trouvé là-bas un pull, c'était plutôt cool. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire ici au Pérou? Donc je vais leur envoyer le message, on verra s'ils me répondent. Bon. J'ai pas reçu de réponse tout simplement. Et il n'arrive pas à donner des priorités à certains projets et à se dire ok, celui-là je le mets en place, celui-là je le mets pas en place. Alors j'ai peut-être envie de tout essayer, certes, mais sur YouTube j'ai un patron qui me punit sévèrement si je fais pas exactement ce qu'il attend de moi. Alors en Islande, j'ai eu cette idée-là. Hop. On se retrouve pour cette nouvelle expérience en Islande. Le concept est très simple, je vais vivre pendant 2 semaines dans 3 mètres carrés, autrement dit dans cette kangou. Je me suis lancé à 100%, j'ai fait les plans nécessaires à l'attention du défi, je devais me battre pour avoir un peu d'électricité dans le camping, souvent je bossais dans les toilettes parce que la classique, mon PC marchait que sur secteur, tout ça pour qu'à la fin du voyage j'ai tout dans la boîte, mais aussi dans la tête. Parce que mine de rien, j'ai quand même réussi à profiter de beaux moments là-bas. Si on veut profiter, c'est vraiment ça qui est incroyable, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être un peu en galère et de vivre dans 4 mètres carrés, quoi. En rentrant du voyage, j'étais comblé. Mais très vite, tout m'est tombé dessus. Je devais assumer 3 responsabilités. Confirmer mon problème sur YouTube, relancer la marque qui a eu un coup de mou, puis j'avais la saison de volley qui recommençait, et pour la première fois, j'ai pu cocher la case de sportif pro. J'avais une place de titulaire. Pour moi, c'était un accomplissement de fou. Genre, je rêvais de ça depuis tellement longtemps. Mais c'était aussi une perf à assumer tous les samedis. Ce match, il était dans un coin de ma tête, tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. Très vite, c'est devenu une sorte de poids que je traînais, une sorte de pression constante. Et ça, c'était nouveau. En dehors des entraînements, je mettais toute mon énergie restante dans le montage de ma vidéo sur l'Islande parce que j'avais pas envie de décevoir. Et je vous ai pas déçu. Je la sors. Que des commentaires incroyables. Le travail se ressent, j'ai réussi à repousser mes limites au niveau de la créativité et j'en étais trop fier. Mais sur YouTube, t'as beau mettre tout ton cœur dans une vidéo, si le patron est pas content, c'est lui qui te fait une retenue sur salaire. C'est frustrant, parce que quand tu lis les commentaires, vraiment t'as l'impression d'avoir régalé les gens, et quand tu lis les stats, l'histoire prend une autre tournure. Ouais, ça y est, j'en ai trop marre là. Ah, si j'arrête YouTube, je suis une pute. Je vois c'est le seul moyen que je check. Les stats, j'en ai dans mes 3 quêtes principales. Sur YouTube, un simple classement, qui compare les perfs de tes vidéos entre elles, devient le truc le plus anxiogène du monde. En e-commerce, tu vois ta vie financière défiler quand pendant un jour, t'as pas un petit schling qui résonne. Franchement, j'aurais jamais pensé que ce soit aussi dur. C'est abusé.
Là, tenir tout ça sur le long terme, c'est une dinguerie. Au volley, les stats peuvent te détruire et te faire imaginer que t'as fait un match de merde, même quand t'as été le joueur le plus clutch. L'impact émotionnel des stats est inévitable. Ce sont des chiffres, perçus comme une vérité absolue, qui objectivement déterminent notre valeur. Du moins, la tentation de se laisser croire que ça détermine notre valeur est trop forte. Ma vidéo en Islande est l'exemple parfait. Quand j'ai mis un point au montage et que j'ai fait le rendu, c'était une de mes plus grandes fiertés à l'époque. Et ce fameux classement m'a anéanti. 10 sur 10. En gros, ça veut dire que sur tes 10 dernières vidéos, c'est ta pire perf. En d'autres termes, ça pourrait être écrit « t'es une grosse merde » sur l'écran, ce serait pareil. Et t'y crois. C'est factuel, c'est indiscutable. Le patron en a décidé ainsi et t'as pas ton mot à dire. Les stats transforment des expériences humaines complexes en froid calcul mathématique. Et même quand tu sais que c'est réducteur, notre besoin de validation nous pousse à y croire. Quand t'as 3 quêtes principales qui régulièrement te sortent des stats, croyez-moi, c'est très dur d'être content de soi. Je pouvais tout faire bien dans le volley ou le business, si YouTube me mettait un 10 sur 10, j'étais au fond. Et là, c'était le cas. J'avais la rage. Par contre, les choses avaient changé. Et rebondir après cet échec allait être plus difficile que prévu. Déjà, le volley a pas mal compliqué les choses. Parce que du coup, je pouvais pas me lancer dans une expérience où je dormais pas pendant 3 jours. Parce que la perf physique est devenue ma priorité numéro 1. Après des années à me battre, à vivre les pires moments de ma vie dans le sport pour devenir titu en Liga, maintenant que j'y étais, j'allais pas chier dans un col. Bon, alors, j'ai pas chié dans un col, mais 2-3 fois je me suis quand même bien fait dessus. Les premiers matchs, je vous avoue, c'était une angoisse pour moi, je tremblais, je faisais des folies en mode je prenais un ace, derrière je me disais ok, je peux pas refaire cette erreur, ça me paralysait et je reprenais exactement le même ace. Vous l'avez compris, la probabilité que j'excelle partout était assez basse. Surtout que j'arrivais pas forcément à me l'avouer, mais automatiquement, je faisais un peu tout à moitié. J'étais donc moins bon dans mes process, les résultats étaient donc difficiles à atteindre et les stats me le faisaient savoir. Elles me pompaient toute mon énergie, ma motivation et mon épanouissement. Jusqu'un jour. Ce jour où je découvre le stoïcisme. C'est l'idée très simple que certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Toutes nos actions entrent dans ces deux catégories et on devrait arrêter de se soucier des choses qui ne dépendent pas de nous. J'ai compris alors que, peu importe l'intensité et les efforts que je mets dans mes projets, une fois aboutis et mis en ligne, j'ai plus le contrôle sur les résultats. Et par expérience, je peux vous le dire, on échoue bien plus qu'on réussit. Le stoïcisme m'a beaucoup aidé pour le volley. J'ai réussi à revenir dans un flow où je jouais de manière plus détendue, et résultat, mes stats étaient de mieux en mieux. J'avais le cheat code, alors comme d'hab, j'ai voulu le partager avec vous. Cette vidéo sur le stoïcisme m'a demandé 10 fois moins d'investissement que celle de l'Islande. Donc je vais pas vous mentir, je m'attendais à rien. J'appuie sur ce fameux bouton publier, et là, c'est le meilleur départ de ma chaîne. Mieux qu'Elon Musk, mieux que The Rock, mieux que tout ce que j'ai pu faire avant. Sauf qu'au fond, j'étais même pas si content que ça. Pourquoi ? Parce que je comprenais rien. Quand je pense que ça va marcher, ça marche pas, et vice versa. Ok, c'est cool, j'ai fait 400 000 vues, mais si après je suis toujours autant perdu, je m'en tape un peu. Le point positif, c'est que ça m'a permis de me mettre un peu moins de pression pour la prochaine vidéo, et donc de m'occuper d'un nouveau projet que j'avais en tête depuis plus de 10 ans. Salut à tous, c'est Mathias. Suite à la vidéo intitulée Swiss Gangsta que j'ai réalisée et que vous avez visionné, beaucoup de personnes m'ont demandé de leur expliquer comment réaliser l'effet de bullet time 3D que j'ai réalisé dans la vidéo. Et moi j'ai vu juste aucun tutoriel sur YouTube et c'est pour ça que j'ai envie de vous montrer comment j'ai fait parce que c'est quand même assez intéressant je trouve et ça peut en aider plus d'un. Et oui, donner des cours sur le montage, ça fait un bail que c'est ancré en moi. Je me suis enfermé dans ma chambre pour tourner la formation la plus complète du marché sur le montage grâce à ce qu'on appelle le speed ramping et transmettre plus de 12 ans de compétences de manière la plus optimale. Mais j'ai pas pu le faire tout seul. J'ai alors engagé Axel, mon monteur. Il était jeune, il avait la dalle, alors je lui ai donné une chance. C'était un moment où j'étais à Paris, je travaillais à McDo, c'était pas fou, j'aimais pas les études. Ouais, je le vivais pas très bien cette période, donc j'y suis allé à fond et direct, je me rappelle dans le rendez-vous, je lui avais dit je suis chaud mais il faut que ça remplace McDo quoi. L'objectif était simple, je voulais que les gens reçoivent un maximum de valeur tout en optimisant leur temps pour rentabiliser le plus vite possible leur investissement. Il y a des cours de la formation qui ont des fois eu 4-5 versions. Pour des cours de formation, franchement je connais peu qui te font 5 versions d'un cours de formation dans l'infoprenariat français, même mondial je pense. Et ça a marché.
j'ai créé une armée de monteurs monstrueuse. Moi de mon côté, j'avais un business qui me régalait parce que l'univers de marque était complètement opposé à Belost. Ensuite, l'objectif de m'enlever aussi la pression financière était réussi. Ça m'a permis d'avoir plus de fonds pour les investir dans le marketing de la formation, mais aussi dans des innovations plus poussées avec Belost et donc de faire avancer le projet plus rapidement en compensant le manque de temps que j'y consacrais. Même si, en étant honnête, en y consacrant 40% de mon temps, je bossais toujours plus que certains entrepreneurs à 100% sur leur projet. Il a galéré pendant des années sur ses projets, c'était super dur, il y a personne qui croyait en lui. Et là, d'un coup, il gagne plus que tout son entourage réuni. Il a réussi à faire taire tout le monde. Just come outside for the night. Salut, je m'appelle Mathias et ce matin je me suis réveillé avec la lubie de vouloir créer une montre avec le marketing, l'univers qui va avec, etc. et de la mettre en vente. Et pour le moment c'est absolument tout ce que j'ai. J'ai aucune idée de comment je vais m'y prendre, vraiment zéro. Une idée. Une simple idée. C'est tout ce qu'il m'a fallu pour me remettre dans la merde financièrement. Le problème avec moi, c'est que quand j'ai une idée, je veux la concrétiser, peu importe ce que ça coûte. Genre là, vraiment, la montre, c'est du jour au lendemain. J'ai regardé ce que financièrement ça allait me coûter, environ 100 000 balles. J'ai regardé mon compte bancaire, il y avait genre 100 500. Je me suis dit, bonne idée. Et c'est pas un truc que j'ai renté en 2 mois. Je me suis pété le cul pendant 1 an et demi pour faire un truc de fou. Et aujourd'hui, avec du recul, je peux vous le dire, c'était peut-être le pire projet de ma vie. J'ai envie de créer une montre pour aller concurrencer un peu les petites marques suisses sur le marché. C'est pas facile de faire ça. Non. En me lançant, je savais que c'était fou. Mais comme souvent, j'ai préféré écouter mes tripes que ma raison. Le problème quand il va à l'audace, c'est que t'oublies qu'il te faut un cerveau dans l'équation. Vous êtes là ? Oui. Oui. Alors malheureusement, le collaborateur qui pourrait répondre à votre demande n'est actuellement pas disponible. Moi j'y connaissais rien à l'horlogerie. J'ai jamais acheté de montre, j'ai jamais porté de montre. Que ce soit niveau design, production ou vente, j'avais aucune notion. Non mais... Gros, je sais pas ce que c'est la diff entre une mécanique et une automatique en fait. Mais ça me faisait kiffer et surtout, je savais pourquoi je le faisais. Pas juste pour vendre une montre, pas juste pour cocher une case, je voulais rendre ma famille fière. Vous le savez peut-être pas, mais je suis très proche de ma famille. On mange ensemble quasiment tous les jours. Sauf que depuis quelques temps, je leur cache une partie de la vérité. Non pas par manque d'amour, mais pour pas qu'ils s'inquiètent. Mon souci, c'est que j'arrive pas à faire semblant. Et ils voyaient bien que les résultats me bouffaient. Ma mère, qui, on va pas se mentir, a zéro tact et comprend pas 1% des enjeux de mon taf, à chaque projet qui foire, elle me balance des... T'es sûr que ça vaut le coup en fait? Si j'avais su, j'aurais pas fait, maman. Et y a pas que les résultats qui comptent. Mais cette fois-ci, ce sera pas pareil. Je voulais leur prouver que j'étais capable de faire quelque chose de bien dans un domaine où personne n'oserait se lancer sans connaissance. Alors j'appelle Lucas et... Ouais mec. Bon écoute, t'es pas prêt. Moi non plus. Mais on y va. Après avoir parcouru tous les sites possibles et imaginables de fabricants suisses et des dizaines de coups de fil passés, on reçoit enfin une réponse d'un couple de fabricants qui acceptent de nous rencontrer. Projet sérieux en un mois qui refuse. Nous, ils sont ok de bosser avec nous, c'est une sacrée aventure, encore une quoi. On voulait un style rétro, élégant, avec des détails subtils qui faisaient la différence. Sauf que là, le doute m'a frappé comme jamais. Chaque fois que j'étais convaincu et sur le point de cliquer sur envoyer, mon instinct me criait de pas le faire. Je suis entré dans une phase de création angoissante à mourir, parce que mon cœur me disait qu'il manquait un truc, mais impossible de dire quoi. Alors ça m'a pris 3 semaines pour faire toutes les options nécessaires, à me péter le crâne, à faire des groupes Discord avec des sondages pour avoir l'avis des gens. Ok, on est le soir même du lancement du groupe Discord et je vais péter mon crâne. Ouah, je pense qu'il y a un côté un peu anxiogène d'avoir 200 personnes, d'avoir 200 opinions avec 10 messages par minute sur ce groupe qui disent « Ah mais moi je préfère ci, je préfère ça, je préfère comme ça, parce que si, parce que ça, mais en même temps, ah mais là non, peut-être que... » Waouh, Et vous savez quoi? C'est le jour où je me suis dit « Arrête d'écouter les gens. Si ton cœur te fait sentir qu'il manque quelque chose, c'est qu'il a la réponse. Alors pose-toi et écoute-le vraiment. » C'est là que j'ai compris. C'était pas une question de choix entre 2 designs, c'était une question d'harmonie. Un design allait parfaitement avec une montre en or, l'autre avec une montre en argent. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire 2 montres au lieu d'une. 3 mois plus tard, mon plus gros pari, je l'avais entre les mains. Les gars, c'est la première fois que je suis autant ému en recevant un produit que j'ai développé, etc. Je suis choqué. J'aurais pas pensé y arriver. Enfin, si. En vrai, je savais que j'allais y arriver, mais là, de le voir concrètement, c'est fou. C'est fou.
À ce moment-là, je pensais que le pire était derrière moi. Quand on aura la montre, à la limite, genre pour la promo de la vidéo, faudrait vraiment qu'on fasse un truc qui fait peur de fou et on y va, on prend notre montre, on la met et puis genre on va les deux avec les gens mal, ils nous suivent, etc. Toutes les idées. Et puis on saute d'un avion, mais... Ouais, je savais. Et voilà, encore un tournage après 5 000 € à organiser, une vidéo à tourner et un edit solide à faire. 901 Shelby Drive, look alive, niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dog, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside and I split it with the guys. Sans compter les landing pages, le pricing, l'analyse de marché et 1 an et demi de taf, tout ça pour foncer droit dans le mur avec un vieux break-even. En gros, j'ai à peine dépassé le seuil de renta. J'aurais pu me dire que c'était un de mes plus gros échecs, mais à chaque fois que je vois mon grand-père porter sa montre, ça me rappelle pourquoi je l'ai fait. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est les 80 ans de mon grand-papa, et pour l'occasion, j'avais envie de lui offrir une montre, du coup. C'est un peu énorme, mais merci. Dans ses yeux, je l'ai vu, la fierté. J'ai toujours poussé ceux qui veulent créer quelque chose. Ça devient une finalité qui me fait plaisir. Et c'est là que ça devient dur. Parce qu'une montre, c'est facile à offrir. Mais rendre les gens qu'on aime fiers tous les jours, c'est une autre histoire. Mais là où je voulais vraiment les rendre fiers, c'était avec YouTube. Vous savez, quand j'ai lancé ma chaîne, je me suis fait 2 promesses. Ne jamais perdre ma créativité et ne jamais décevoir ceux qui croient en moi. Mais à force de vouloir tout optimiser, j'ai commencé à oublier la première et à douter de la seconde. Axel était encore là pour me donner un coup de main et un jour, il m'a parlé d'un mec. Un mec un peu mystérieux, qui connaissait à peine, mais qui bossait dans l'ombre de gros youtubeurs pour les aider à exploser. Alors j'ai voulu tenter le coup. Bon, moi c'est Maximo et j'aime bien dire que je suis un créateur qui a mal tourné. J'aime pas trop être très connu, j'aime bien être dans l'ombre et tout. Donc ça collait beaucoup plus à ma personne d'être derrière des gens qui aiment bien être devant la caméra et utiliser ce que je suis naturellement, c'est-à-dire un analyste vraiment de tout. Et c'est comme ça que petit à petit, de bouche à oreille, etc., tac, j'ai commencé à devenir, on va dire, consultant, stratège, coach pour les créateurs vidéo. Alors j'ai accepté. Même pas tant pour la perf à chaque vidéo, mais surtout pour éteindre une des nombreuses fréquences radio dans ma tête. Je suis quelqu'un des fois qui suis très direct, très dur et qui va dire les choses. Et Mathias, il était vraiment, vas-y, dis-moi. Il voulait vraiment, il y avait une volonté de s'améliorer, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce qu'on pourrait faire mieux, etc. Et ça, c'est assez cool, parce que dans le milieu de la création, les gens ont beaucoup d'ego. Mais en réalité, c'est des mois à avoir peur. Peur du mauvais choix. Dans ce taf, une seule mauvaise décision peut ruiner des semaines, voire des mois de travail. Et cette peur, elle te bouffe. Ce que j'aime bien dire, mais t'es un détraqué. T'es complètement un détraqué du taf. Genre, j'ai connu des gens qui optimisent, qui charbonnent, qui poussent, mais toi, tu pousses toujours, mais genre vraiment toujours plus loin. Comme t'as voulu être volleyeur professionnel, tu es devenu volleyeur professionnel, tu t'es donné plus que tout le monde, et j'avais l'impression que dans les vidéos, tu te disais, une bonne vidéo, c'est une vidéo où j'ai charbonné à mort dessus. Ouais, mais si le marché, ça l'intéresse pas, si les viewers, ça leur plaît pas, peu importe le temps que tu donnes, si l'idée, elle est pas forcément accrocheuse et intéressante, ça changera rien. On commence à bosser ensemble et tout devient une obsession. Chaque seconde de mes vidéos était analysée, chaque cut réfléchi, on était matrixé par une seule chose, la courbe de rétention. Cette courbe, c'est un graphique qui représente votre attention. Si elle descend, c'est que vous décrochez. En réalité, le pari a été réussi. La première vidéo qu'on sort ensemble a explosé. Les stats étaient dingues, mais direct j'ai compris un truc. Optimiser, c'est une arme à double tranchant. Il y a une ligne très fine entre aider le créateur à améliorer ce qu'il fait déjà et mettre ma patte dans son travail un peu trop. Le but, c'est de tirer le maximum de potentiel de ce qu'il fait déjà, et pas de créer un nouveau Squeezie, un nouveau Inoxtag, un nouveau truc. Et là, cette ligne, on l'avait déjà dépassée. J'avais été trop loin au point de recevoir un message de David Laroche ultra vénère parce que je l'avais mis en miniature et en intro de la vidéo sans forcément le mettre méga bien. Et clairement, j'avoue, ça a aidé à vendre la vidéo. Ça a fonctionné en vrai. Et c'est d'ailleurs ce qui a posé problème, parce que ça l'a mis en avant dans une situation pas forcément favorable, et ça j'en suis clairement responsable. Du coup, le jour même, il m'écrit sur Insta ces messages-là, qui clairement, je les floute parce que j'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu, il m'a plus trop reparlé après, etc. Je me suis excusé, je l'ai retiré de la miniature, je l'ai même retiré de l'intro, etc. Donc j'ai supprimé sa tête de tout ce qui concernait cette vidéo. Mais c'est sûr que moi, ça m'a déçu parce qu'en vrai, je pensais pas mal faire. J'étais pris dans ce truc de
toujours vouloir faire plus, toujours vouloir optimiser, etc. etc. Et ça m'a amené à faire une erreur que maintenant je regrette en vrai, clairement. Modifier une vidéo qui perf, c'est la tuer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est là que j'ai capté que des erreurs, j'allais continuer d'en faire. Des gens, j'allais en décevoir, peut-être maladroitement, certes, mais ce qui compte, c'est de le reconnaître et d'apprendre. On a continué, vidéo après vidéo, plus on avançait, plus on réfléchissait, plus les résultats nous pétaient le crâne. On s'est mis à tester tout et n'importe quoi, des miniatures en A/B testing par dizaines, des intros refaites 3 fois. Chaque détail devenait une obsession. Pour ma vidéo sur l'alcool, j'ai claqué 500 balles pour tester 8 miniatures différentes. J'ai passé plus de temps à faire les shootings pour la miniature qu'à monter la vidéo. Et le pire, elle a pas mieux marché que les autres. C'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous, mec? Je savais pas si je devais plonger à fond dedans et être dans le délire en mode ouais, venez, on fait 70 miniatures, truc machin. Ou est-ce que on était en train de prendre la mauvaise direction? Il y avait une partie de moi, je pense que je le sentais, il y avait une partie de moi qui était en mode on souffle. Il y a des trucs, ça va un peu trop. Ce qui était difficile dans le travail, je vais dire, entre nous, c'est que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, t'as toujours ce truc de toujours trop rajouter. Genre, tu veux tout le temps. Comme t'as l'impression que pour faire une bonne vidéo, il faut faire plus que les autres, tu vas être là, tac, tac, et si on mettait ça, 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 on n'a plus du tout la recette de départ, et en fait, on se retrouve avec un résultat final qui est différent. C'est-à-dire, tu veux faire un gâteau au yaourt, t'as 3 ingrédients, après tu dis, si je rajoutais ça, tu te retrouves avec un gâteau à la banane, et c'est pas du tout la même chose. Et après, ça te correspond plus. Vous m'avez connu pour des vidéos où j'étais vulnérable, où je me livrais, où je racontais des histoires. Pas pour des vidéos calculées de A à Z. Alors un jour, j'ai décidé d'allumer la caméra et de vous parler à cœur ouvert. Sans script, sans setup, sans lumière, sans rien. Une caméra, un micro, toi et moi. L'erreur que je craignais le plus. M'éloigner du Mathias qui rêve, du Mathias qui partage ses émotions. Et ça vous manque, mais moi aussi ça me manque énormément et je m'en rends compte en faisant cette vidéo. Vous imaginez pas le bien que ça me fait de pouvoir vous en parler. Parce que j'ai l'impression d'être devenu un robot. Et y a rien de plus triste, vraiment. Et bizarrement, c'est cette vidéo-là qui vous a le plus touché. Pas parce qu'elle était parfaite, mais parce que c'était moi. Et pas un robot comme je l'ai dit dans la vidéo. Ce même jour, à table, après des mois à chercher des solutions pour YouTube, je leur dis « Non mais je crois que là j'ai compris. Je me suis un peu perdu mais ça va tourner. » À ce moment-là, j'y croyais plus que n'importe qui. Mais parfois, y croire suffit pas. J'étais loin d'avoir touché le fond. En parlant de toucher le fond, un des trucs les plus horribles de ma vie allait se produire. J'ai été obligé de partir 2 semaines avec mon meilleur pote pour un voyage d'affaires à Bali. Oh, ça l'enfer! Tu surfes, sérieux. Des mannequins, des shootings... Non, abuse pas. C'est qui paye? C'est qui paye? C'est Bilos, quoi. Oh non! Look at my eyes, tell me your tale, do you see the road? I'm out to my soul, tell me the size. Whenever the smoke clear out of my face, and my picture perfect, you do all the fire. All of that green and yellow. Après des mois de stress, je pouvais enfin me reconnecter à ce sentiment de liberté qui était à l'origine de tout. Mais rapidement, les galères commencent. 4h du matin, les yeux grands ouverts à cause du jet lag, on se rend compte qu'on n'a pas assez de monde pour filmer le contenu avec nos artisans. Là, je reçois un appel de Mathias à 3h30 du matin qui me demande si je peux me pointer à 8h pour filmer. C'était impossible pour moi de me rendormir, il fallait que je prenne mon sac tout de suite et que je décolle maintenant. Mais il m'a annoncé qu'il y avait beaucoup de travail. 2 heures de sommeil plus tard, on commence une journée de tournage non-stop. C'était intense, épuisant, mais inoubliable. On est venu rencontrer nos artisans. Alors pour être honnête, le tournage il a été assez intensif à cause du manque de sommeil. Genre ça se ressentait, j'ai des souvenirs, à midi on était des zombies. Heureusement après ça on n'avait pas de plan. Juste une île à découvrir, des vagues à surfer et une petite tourista quand même. Tout était calme. Avec Lucas on retrouvait ce sentiment de liberté qui était à l'origine de notre message quand on était en Grèce 7 ans plus tôt. Un soir devant un coucher de soleil je lui dis « Et si on faisait la vidéo de notre message, ici, dans ces décors ?» Quand tu m'as dit ça, mec, j'ai vite compris que c'était fini les vacances. Mais je crois aussi que c'est comme ça qu'on fonctionne, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire et pas parce que quelqu'un nous oblige. Et en soi, c'est aussi cette liberté qu'on a toujours voulu transmettre avec Bilos, quoi. À partir de ce moment-là, nos journées sont devenues des sprints. En storyboard, organisation, brainstorm, tournage, logistique, les seules vagues qu'on surfait sont devenues émotionnelles, entre on va y arriver et putain c'est quand même short. Chaque coucher de soleil devenait un compte à rebours. Un compte à rebours pour filmer la liberté, mais plus on la filmait, plus on la perdait. En 2 tournages, je regardais les vagues et je pouvais pas m'empêcher de me demander est-ce que je vis vraiment Bali ou est-ce que c'est juste une case de plus à cocher. Il restait 2 jours et sur le chemin de notre dernier tournage, la moto qu'on avait louée nous lâche. On était à bout. Enfin, on s'est dit c'est impossible, on est maudit, hein. On va jamais finir ce foutu tournage. J'avais envie de tout casser, gros. Et comme si ça suffisait pas... C'est mort pour moi, j'ai un avion demain matin pour Bangkok et je peux pas le repousser. Ah, et un pilote de drone qu'on avait booké n'est absolument jamais arrivé. On a appris plus tard qui s'est pété une côte en scout en venant à un tournage qui a jamais eu lieu. Voilà.
Finalement, on s'en est sorti, je sais toujours pas comment, mais c'est la vidéo de notre vie. Un message transmis en l'incarnant, et c'est ce qui rend l'histoire si belle. Mais sans s'en rendre compte, aussi dur. Il y a quand même un truc qui est super drôle avec moi, c'est qu'à chaque fois que je me dis « Ok, là, je vais pouvoir souffler », la vie trouve toujours un moyen de m'arrêter net. Je suis convoqué à l'armée, et je pars tout de suite. Si t'es un soldat, tu fais 4 mois et demi d'école de recrue, et après, chaque année, t'as 3 semaines de cours de répétition. Et là, actuellement, j'ai été appelé pour un cours de répétition. 6h du mat, je suis debout, des restes de raclette au petit déjeuner, c'est normal en Suisse, et ça bosse jusqu'à 22h. Je vous dis la vérité, mais dans ma tête, je suis sûr. Alors je me dis, pour rentabiliser mes 3 semaines, autant faire une vidéo YouTube sur l'armée. Appello perdu au milieu de nulle part. Alors, en plus de mes tâches militaires, je me mets à réaliser la totalité d'une vidéo. Ah mais j'en peux plus, gros. Et comme si ça suffisait pas, je fais encore 3 heures de train par jour pour aller m'entraîner au volet. Quand je rentre, il est 23h et à 5h30, ça recommence. Certains jours, je commençais à avoir flou. Arrivé à la fin du cours de répétition, je suis à bout, physiquement et mentalement. J'avais l'impression de courir après quelque chose que je pouvais pas rattraper. Malgré ça, je réfléchis pas et je termine cette vidéo sur l'armée. Le plus frustrant dans tout ça, c'est que mon objectif pour rendre les gens que j'aime fiers, bah eux, tout ce qu'ils voient, c'est un mec qui s'épuise pour des vidéos qui marchent pas. Parce que oui, je la sors, et un 10 sur 10 de plus dans la gueule. Ce jour-là, j'ai été surpris. Ma mère débarque avec un sourire et me dit « Ah, j'ai vu ta vidéo sur l'armée. Elle est cool, hein, bravo. » J'ai souri en retour, vraiment ça m'a fait plaisir. Puis elle a rajouté « Par contre, avant, tu faisais presque 1 million de vues, et maintenant, 10 fois moins péniblement. » Si un 10 sur 10 c'est un couteau dans le dos, cette phrase, je pourrais même pas décrire ce qu'elle fait ressentir. Mais bon, je souris et la rassure, en lui disant que c'est une phase et que tout va bien. Au niveau du process, je crois que ce qui fait le plus mal, c'est pas le 10 sur 10 en lui-même, c'est de croire que tu t'es retrouvé et de prendre une claque encore plus violente. C'est là que j'ai vraiment commencé à douter parce que peu importe les efforts ou les changements que j'essayais d'appliquer, le résultat était toujours le même. Il y avait toujours ce surplus. On dirait que tu avais fini de parler, mais tu te sentais obligé de mettre pour apporter de la valeur. Genre, faut encore de la valeur. Mais non, ta personne en elle-même, elle a assez de valeur en 3 phrases. Je pense que ça, c'est une leçon qu'on n'apprendra jamais. C'est Pareto, franchement, il va se faire enculer, genre. À chaque fois, on est là, on se dit mais pourquoi on fait ça? C'est pas opti? Non. Est-ce que Pareto, il apprécierait ça? Non. Est-ce qu'on va le faire? Oui. Et ça, c'est que la première partie du carnage. L'autre, c'est ça. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Là, j'ai pété mon crâne. Je me suis dit, si je maîtrise les IA mieux que tout le monde, je vais devenir 10 fois plus efficace et je vais tout exploser. Sur le papier, c'était incroyable. Un simple chat qui relit tes scripts, qui peut même en écrire des bouts quand t'es pas inspiré. La folie. J'allais enfin pouvoir satisfaire Maximo qui me disait tout le temps « La pire chose pour un coach, c'est de pas pouvoir coacher. » Et le truc avec Mathias, c'est que les vidéos, elles sortaient genre tous les 3, 4, 6 mois. T'as 1, 2, 3, 4 chances maximum par an pour apprendre de tes erreurs, pour t'améliorer, pour faire une nouvelle vidéo. Et imagine, genre tu travailles 3 mois, la vidéo elle fait pas de vue, t'es dégoûté. Alors que s'il avait sorti une vidéo par semaine, imaginons, mais en fait par semaine, tu peux juste chaque semaine rajouter un détail. Comme ça, on se concentre sur un seul détail. Et comme dans les expériences scientifiques, on sait si ça marche ou si ça marche pas, tu vois. Alors que là, on était obligé de prendre tous les détails en même temps, de tous les appliquer, parce qu'en 3 mois, on n'avait qu'une seule chance. Et après, du coup, c'était très difficile pour moi de savoir est-ce que ça a marché parce que ça, est-ce que ça n'a pas marché parce que ça, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on n'aurait pas faire. Il n'y avait pas assez de données et je pouvais pas assez consulter. Alors j'ai cédé. Pas tellement parce que Maximum me le disait, mais parce que 10 sur 10 après 10 sur 10, gentiment, tu fermes ta gueule. Je me suis donné l'objectif de sortir une vidéo toutes les 3 semaines. Une semaine pour réfléchir à l'idée, une semaine pour tourner et une semaine pour monter. Résultat, des vidéos fades. J'utilisais de plus en plus les IA pour écrire parce que c'était une cadence qui me ressemblait pas. J'avoue que le bouton publier avait pas la même saveur. Je cliquais pour remplir une case en fait. Mais une case vide de sens que j'oubliais aussitôt. Quand je vois pas de sens dans ce que je fais, je pars en vrille. Et vous l'avez ressenti. J'ai réagi face à ça. Cette prise de conscience, honnêtement, je l'ai eue. Et elle m'a fait trop du bien. Parce qu'elle m'a permis de me recentrer et de revenir aux bases. J'y étais enfin. Alors je décide de revenir réellement aux bases et de faire un nouvel épisode de l'échec avant la réussite. 4. Aujourd'hui, c'est plutôt ma force mentale qu'on va mettre à l'épreuve avec un défi qui demande précision, concentration et calme. Un seul objectif, réussir le tir impossible. C'est parti. T'as la bonne hauteur, mais
Ah non, attends. Pour les vrais, vous savez ce que cette série représente pour moi. Et là, je me retrouve. J'étais fier. Le tournage, le montage, c'était moi, je m'y sentais bien. Et le résultat, je vais même pas le dire. À savoir que quand t'enchaînes les 10 sur 10, c'est pas en mode 9 sur 10, t'as quand même fait mieux que la dernière. Non, c'est t'as chié, et là tu chies encore plus. Celui-ci, il m'a anéanti. Je vais pas vous mentir. Parce que cette vidéo, c'était tout ce que j'étais. C'était ma créativité, ma vision, mon cœur. Et à ça, mon boss m'a dit « Ah ouais, tu penses t'être retrouvé ? Bah retourne chercher un peu. » Et ce qu'il y avait aussi de difficile avec Mathias, c'est que pour moi, il a jamais été youtubeur. Pour moi, un youtubeur ou un tiktoker, ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui ne vit que de ça. Il ne fait que ça. Mathias, faut se rendre compte que c'est pas que YouTube. Hein. C'est YouTube, c'est Belost, c'est Created by Mathias, c'est le volet. Déjà, si vous faites une vie dans l'un de ces 4 trucs, c'est grandiose pour vous, donc franchement... Il a la mentalité d'un youtubeur, l'ambition d'un youtubeur, genre vouloir faire beaucoup de vues, que ça marche, que ça plaise à tout le monde, mais tu n'as absolument pas autant de temps qu'eux, tu n'as absolument pas, on va dire, la même liberté mentale, vu que tu as d'autres choses à gérer, donc forcément, tu peux pas avoir les mêmes résultats que des gens qui passent leur vie à faire ça. Avoir ce niveau d'exigence dans chacun des projets, alors que t'en as autant, je pense que les gens se rendent pas compte ce que ça implique en termes de pression aussi pour lui de son côté. Vous vous rappelez de cette sensation horrible que j'avais quand je bossais sur le design des montres ? Bah là, c'était pareil, mais pendant 5 ans. La boule au ventre, constante, à savoir que ça allait pas, mais sans jamais comprendre pourquoi. Et ça allait encore plus loin. L'été dernier, avec Sophie, on est parti en Afrique. Je dis que ça me fait beaucoup rire. Et j'étais vraiment pas prêt. Genre j'étais en train de filmer un Rhino random, je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse une dinguerie comme ça. Je me souviens encore du moment où j'ai vu pour la première fois un lion en pleine liberté. C'était irréel. C'est incroyable, ça surpasse tout ce que j'ai jamais vu dans ma vie. Vraiment, c'est fou. Je filmais tout, tellement j'étais émerveillé, et aussi pour le partager avec vous. Mais rapidement, c'est devenu plus qu'un voyage, une mission. On va donc suivre des lions et voir leur comportement prédateur dans leur milieu naturel, et évidemment, espérer assister à une attaque. Bon, parce que ça m'arrangeait bien pour le titre de la vidéo. Ok. Après 7 jours de safari, à filmer, faire des récaps, des intros et tout, je perdais espoir. Mais le dernier jour, au dernier moment, je vois ça. Il y en a un qui est debout déjà, ça c'est un bon début. Donc là, elle s'approche. Voilà, je les trouve plus là. Ok, ils arrivent très proches de la girafe là. Putain, Sophie, c'est dingue. Elle a l'air de regarder, hein. C'est ce que disait le guide, elles ont un long cou, donc elles peuvent voir arriver. Ouais. T'as vu, ça court, Mathias, ça court. Où? Ça court, là. Ah ouais. Il y a un lion qui court. Ouais, je le vois. One is running. La girafe, elle a capté. Putain, il n'y en a pas une qui se fait manger là. Là, je vois le lion. Putain, elles vont vite, hein. Bon, quand tu cours pour ta life en même temps. Elles courent super vite, je suis choqué. Je vois plus de lion là. Alors franchement, je pensais pas qu'elle ferait aussi long. Hein. Ouais, alors même si c'était pas les lions les plus vifs de la savane, faut savoir que pour bouffer une girafe, ça peut leur prendre des heures et des heures. Genre dans ma tête là, je pensais que le lion allait sauter sur une girafe et la manger, mais pas du tout. J'ai regardé sur internet après, ça c'est une girafe qui se bat 8 heures après s'être fait attaquer. Au-delà de ça, c'est une vraie strat à mettre en place pour les lions, et là honnêtement, ils ont complètement foiré. Ce jour-là, j'ai même pas vraiment regardé l'attaque. Je l'ai vue à travers un objectif, en pensant presque plus à vous qu'à la girafe qui a failli se faire bouffer. Et à quoi bon? Ce qui me passionnait, ce qui me faisait vibrer, avait commencé à me faire peur. Peur de pas plaire, peur que ça marche pas. Je me disais, moi, bon, les lions c'est cool, mais si je leur présente pas un monk mode pour améliorer leur productivité, les gens en ont rien à foutre. J'ai jamais osé sortir cette vidéo. Et ça m'a rendu triste. Parce que ce jour-là, j'ai ressenti que ce que j'aimais le plus au monde me rendait mal. J'étais perdu. J'ai l'impression que peu importe les efforts que je faisais, je m'enfonçais encore plus. Et ce sentiment était renforcé à chaque repas quand je voyais les regards autour de la table. Ce que je ressentais au fond de moi, eux,
le voyaient en chiffres. Et plus le temps avançait, plus je leur donnais raison. À 18 ans, quand j'ai décidé de suivre ce chemin, j'étais le seul à y croire. Tout le monde autour de moi doutait et voulait me protéger des risques. Mais moi, je me suis toujours accroché à une chose. L'idée qu'au fond d'eux, ils espéraient se tromper. Qu'un jour, je leur prouverais qu'ils avaient tort. Qu'un jour, ils seraient fiers. Mais aujourd'hui, c'est pas de la fierté que je vois dans leurs yeux. C'est de l'inquiétude. À chaque repas, je fais semblant. Je leur raconte des histoires sur mes projets, sur comment tout va finir par marcher, vous inquiétez pas. Mais eux, ce qu'ils voient, c'est les résultats. Et contrairement à mes mots, ils trompent pas. Donc des « trouve-toi un vrai job », j'en ai reçu à l'appel tous les 3 dimanches. Mais c'est pas sa faute. Tout ce que je souhaitais, c'est qu'elle me comprenne. Qu'elle comprenne pourquoi je me levais chaque matin avec une boule au ventre à m'obstiner. Sauf que dans ses yeux, je voyais qu'une question, toujours la même. Ça vaut vraiment la peine. Je lui réponds « Oui, bien sûr. Je te jure que ça vaut la peine. » Mais dans ma tête, certains jours, je me demandais si elle avait pas raison. Et dans ces moments-là, j'ai dû me rappeler pourquoi j'ai commencé tout ça. J'ai dû me rappeler de cette flamme qui brûle en moi et qui dépasse tout ce que je peux perdre. C'est l'idée qu'une vidéo, c'est pas juste des pixels et des mots. C'est un message qui peut changer une vie, quelque part, sans même que je le sache. C'est ce moment où, malgré l'épuisement, je me dis, si je lâche maintenant, qu'est-ce que ça raconte? Que les rêves sont faits pour échouer? Que l'effort n'a pas de sens? Que ceux qui croient encore devraient abandonner? Non. Mon pourquoi, c'est de prouver qu'on peut tout risquer. Qu'on peut tomber 1000 fois et se relever 1001. C'est de montrer que, dans ce chaos, il y a un sens. C'est ça qui me fait avancer, même quand tout me hurle d'arrêter. C'est à ce moment-là que je me rappelle que j'ai déjà prouvé que c'était possible. En 2022, j'ai fait ma meilleure année. J'ai fermé la gueule à tout le monde. Des formations explosaient, j'ai fait des plus de 100K en une semaine. L'équipe grandissait et ma vision sur la suite était claire. Toujours plus. 2023, à l'image de YouTube, j'ai voulu tout optimiser. Tout rendre parfait. Cette année, j'allais exploser. Je disais à ma famille, vous allez voir, ça va être fou. Nuit blanche, journée interminable. Chaque détail peaufiné. Ça a été hyper intense là. 3 jours que je dors plus. Je suis stressé, mais ça va parce que je suis quand même bien prêt. Le jour J arrive. Le jour du lancement, le moment où tout bascule. Ça a complètement foiré. Je dis la vérité, j'ai sombré. J'ai vendu littéralement 5 fois moins que l'année d'avant. Mais ça, à la limite, je m'en battais les couilles. Ce que je pouvais plus entendre, c'était mon silence à table. Là, pour le coup, les résultats sont vraiment pas fous, quoi. Je me suis mis dans des états, mais je me suis jamais autant poussé. J'étais en train de manger avec mon grand-papa. Il voit bien que je travaille comme un acharné et il me demandait, du coup, tu vois, enfin lui, le premier truc qu'il me demande, c'est alors, tu vends des bijoux, ça marche bien et tout. Il y a rien qui me tend en fait plus de devoir lui dire ben non, en fait, enfin tu vois, t'as envie de le rendre fier, mais en même temps, ça a été le premier à trouver des mots qui m'ont beaucoup aidé. Il a eu un parcours aussi qui me touche beaucoup. C'est vraiment ma plus grande inspiration dans ce monde. C'est la plus belle personne vraiment que je connaisse. J'ai jamais vu ça vraiment jouer comme lui. Tout d'un coup, quand il me parlait, je me suis rendu compte que j'étais juste une petite merde. De me plaindre parce que je vendais pas 3 bijoux. Peu importe tout le travail que j'ai fourni. Et que j'ai juste trop de chance de pouvoir manger avec. Et qu'au final, c'est tout ce qui compte. Et que c'est un peu ce qu'il m'a dit, que peu importe ce qui se passe, fallait que je continue à tout donner, à essayer, à travailler tout pareil. Peu importe les résultats. Et un jour, j'ai envie de pouvoir être à table avec lui et lui dire que ça marche de fou et que j'y suis arrivé. C'est tout ce que je demande en fait. J'en ai vraiment rien à foutre du reste. The best year of my life. À la base c'était ironique. Mais croyez-moi, si je devais choisir entre cette année-là et celle qui a suivi, le choix serait vite fait. Pourtant, tout commençait relativement bien. Avec Sophie, on est déménagé. On a fini par trouver un endroit qui nous correspond, où on se sent bien. On bosse les deux beaucoup. Donc c'était un objectif pour nous de se mettre dans des bonnes conditions pour évoluer. Et pour le coup, sur le plan perso, j'ai bien grandi ces dernières années. C'est une case qui, pour moi, semble un peu anodine. Parce que j'ai l'impression que c'est normal, en fait, je fais ma vie, quoi. Quand c'est pas du business, pas des vidéos, pas des chiffres, je sais pas, j'ai tendance à croire que ça vaut pas grand-chose. Mais c'est débile, parce que je crois qu'au fond, ça vaut bien plus.
Sur le plan pro, je me plaignais que les bijoux se vendaient pas, mais en vrai, avec le temps, on a plutôt bien performé. Let's go, baby. Et puis ça se saurait si le travail payait du jour au lendemain. Bref, quand je regarde froidement ma situation, est-ce que vraiment il y a de quoi se plaindre? Et au-delà de ça, sérieux, comment j'ai pu finir en burn-out? Ça me fait mal de le dire, mais ma persévérance, celle qui m'a toujours sauvé, cette fois-ci m'a peut-être piégé. Parce que je me disais que ça finirait par payer, qu'il fallait juste bosser plus. Sauf qu'en pensant construire une route vers mes sommets, j'ai juste construit un labyrinthe. Et aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'il y ait une sortie. Ce qui rend mes projets aussi lourds, c'est pas le travail, c'est tout ce qu'ils emportent avec eux. Franchement, pour le moment, j'ai littéralement zéro idée. Un projet est jamais seul, il est entouré d'attentes, de délais, de responsabilités et surtout d'humains. Parce que oui, au-delà de l'impact que ça avait sur ma famille, j'ai aussi commencé à déléguer. Beaucoup. Trop. Pour aller plus vite, pour faire plus. J'ai engagé des gens, j'ai dû apprendre à en virer, certains plus vite que je les ai engagés. J'ai perdu de l'argent avec des mecs pas motivés, pas compétents, ou juste là pour travailler avec Mathias. En fait, j'ai vécu beaucoup de fois le moment où il m'a dit j'ai viré tout le monde, on repart à zéro. Je suis encore là, je suis content. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'étais en mode... J'espère pas partir aussi vite, parce que ça va être compliqué pour la suite. Mais heureusement, je suis aussi tombé sur des pépites. Et c'est cool, jusqu'au moment où ça va plus, et que ça rend juste les choses plus dures. Parce qu'un jour, ce jour, où t'as plus le choix, tu dois leur dire « Écoute, je sais que tu gagnes ta vie grâce à ce salaire, et ben sache que tu vas bientôt plus le recevoir. » En fait, genre vraiment, c'est même pas que je veux pas, c'est que je... Bonne soirée, bon week-end, hein. Ciao, ciao. Je suis désolé. Tu le prends bien, mais je suis trop mal, vraiment. Avoir des projets tout seul, je peux gérer. Je suis un bosseur, je me plains pas. Mais quand t'es responsable d'une dizaine de personnes, c'est plus le même jeu. Chaque mois, c'est 10 salaires à sortir, donc t'as pas le droit de faire un mois à vide. Sinon, c'est pas juste toi qui coule, c'est toute ton équipe. Certains mois, j'avais peur de pas pouvoir payer tout le monde. Quand tu dors déjà pas pour un putain de titre et une miniature, dormir quand il y a des relations humaines et financières en jeu, ça devient injouable. Mais la réalité, je vais vous la dire, je faisais tout faux. Je déléguais rien. Je multipliais, je supervisais, je corrigeais. Je leur donnais des tâches que je faisais pas avant, pour faire plus, mais jamais mieux. Ce que j'avais pas compris, c'est que l'excellence, c'est pas une question de quantité. Faire plus, ça change rien si la qualité reste la même. Au contraire, ça peut tout ruiner. Et là, j'étais en plein dedans. J'ai tout perdu. Jusqu'au plaisir de créer. Et sans cette flamme que j'avais depuis si longtemps, tout devenait pesant. Les secondes s'allongeaient, les mois s'accumulaient, duraient une éternité. Ma tête tourne non-stop, indiscret. Avec 100 fréquences en simultané. Pilote, design, shooting, stock, nouvelle collection, le site web, la logistique, montre de délai, fournisseur, relance, j'apprends. La formation, des pubs à tourner, les critiques à encaisser, lire les commentaires, répondre à tout le monde, créer, engager, vendre, scripter, tourner, monter, poster toutes les 3 semaines parce que sinon les sur les jours après que j'étais balai, pause, non c'était un sprint. Les plans à boucler, les shootings, les vagues confinements à la même. Le projet de faire 2 ans de ma vie, chaque centime que j'avais, tout ça pour finir avec la sensation d'avoir vu l'armée des vainqueurs sans fenêtre, les nuits blanches, les réveils à 5h du mat, et la certitude que si je dormais encore une fois en 3 heures, mon corps l'a lâché. Tout ça, refait à mini à YouTube, elle coche pas assez. Élément, je sais pas encore si stock, mat, faut préparer le. Ok, lui je le virais, il fait nimp, et ma mère elle va dire quoi quand il va regarder que ça marche pas. Genre le sur mais putain on m'a encore convoqué à l'armée, bon je prends l'ordi, je bosse. Et sinon t'as lu mes 40 000 de post. Respire frérot. Bah non t'as pas le temps, tu les réponds au mail, un client veut un remboursement, un auteur harcèle sur Insta, un autre veut un procès, ton équipe attend une réponse. Et là tout s'accélère, des voix, des demandes, des doutes, des urgences, des responsabilités, chaque tâche devient une brique en plus, une tour bancale, et chaque vibration me rapproche du bord. Et là, tout s'effondre. Les vidéos matchent dans le stack, les pubs coûtent plus que les rapports, les messages écrits, les attentes me perdent silencieuses, les regards sur le tour, le matin par recommencer, le soir j'ai fini, la nuit je dors plus. Et non, malgré tout ce chaos, j'étais pas encore en burn-out. J'allais plutôt bien même. Désolé, tu vas pas pouvoir mettre ton commentaire, ah, il fait un burn-out de youtubeur, la classique, il voyage dans tout le monde et il casse les couilles. Sauf que dans cette histoire, il y a un élément que j'ai laissé de côté depuis un petit moment. La clé, qui, sans que vous le sachiez, me tenait en équilibre depuis le début. C'était le volley. Ce sport, que j'ai jamais présenté comme un projet ni une corvée ni un poids, mais comme un échappatoire. Un moyen de déconnecter pleinement de mon taf et de m'élever. Parce que ce sport m'a tout appris. La rigueur, la discipline, la patience. Il m'a forcé à dormir, à manger correctement, à décrocher. Chaque entraînement était mon souffle dans mes journées en apnée. Et c'est grâce à ça que j'ai tenu le coup depuis tout ce temps. C'était ma balance. D'un côté, il y a le taf, les vidéos, les marques, les responsabilités, un poids immense qui grandissait chaque jour. Et de l'autre, il y a le volley. Un contrepoids discret, pas plus léger, mais plus sain. C'était ça l'équilibre. Et tant que les deux coexistaient, je tenais. Mais cette saison, c'était plus pareil. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que je l'ai vu très saoulé vis-à-vis du volley.
Avec mon coach, le courant passait pas. Aux entraînements, il y avait une ambiance anxiogène, tendue, qui tirait tout le monde vers le bas. On faisait que de se plaindre, on s'embrouillait, tout devenait lourd, pesant, incompréhensible. Pourtant, j'ai déjà eu des coachs qui étaient beaucoup plus exigeants, donc c'était pas ça le problème. Ou alors, c'était peut-être même justement l'inverse. J'allais aux entraînements sans savoir pourquoi. Je comprenais même plus ce qu'on foutait là en fait. En 8 mois, j'ai tout essayé pour trouver des solutions. Je vous jure, j'ai tout tenté. On a fait des discussions, des meetings avec des psychologues du sport. Je me suis ouvert de fou, j'ai dit tout ce que je ressentais, ce que je pensais. J'ai vraiment rien caché, mais rien ne changeait. Et c'est là que tout a commencé. Parce que je peux tout encaisser, jusqu'à un moment. Ce moment en fait où tu réalises que y a pas d'issue. C'est comme vivre une relation toxique, mais t'as pas le choix de partir. Et ton entraîneur, faut pas oublier un truc, quand t'es pro, tu le vois plus que ta meuf. Mais le pire en fait, je crois, dans tout ça, c'est que j'étais même pas en guerre avec lui. J'étais en guerre avec moi. Parce que moi, à la base, tout ce que je veux, c'est perf. C'est tout ce que je demande. Et là, j'avais la haine contre mon niveau, ma mentalité, tout ce que j'étais en fait. Là, en 2 semaines, tout s'est accéléré. Mardi, match de Coupe d'Europe en Autriche, 3 jours, 4 avions, on rentre jeudi. Samedi, match à Genève, je rentre à minuit explosé. Dimanche, 6h du match, je suis dans le train pour Paris. Je tourne le podcast sans permission avec Yomi, Oussama et Antoine. Je sors du tournage, je cours pour attraper le train de retour. Dans les trajets, j'ai pas le choix, faut que je bosse. Il y a la nouvelle collection Bilos qui sort le lendemain. Lundi, 9h à l'entraînement, je voyais flou. Et à l'entraînement du soir, on arrive à se prendre encore la tête. J'en pouvais plus. Le lendemain matin, je prends sur moi et je parlais à mon coach. Je lui dis écoute, s'il y a moyen d'éviter l'entraînement technique de ce soir, qui en plus à la base il est plus fait pour les jeunes qui doivent progresser, je t'avoue que j'en aurais vraiment besoin. Quand j'ai fini de parler, il me dit ok. Et le soir même, il me convoque à cet entraînement. En soi, l'entraînement c'est pas le problème. Ce qui m'a achevé, c'est ce que ça signifie. De base, tout est tendu. Tu t'ouvres, tu fais l'effort d'aller lui parler, t'attends à ce que ton état physique et mental soit considéré. Et là, la réaction, c'est de te pousser encore plus que d'hab. Le lendemain, le mercredi, je rentre dans la salle avec une boule au ventre, comme si mon corps rejetait tout ce qui tourne autour du volet, cet endroit, cette personne, même si, humainement parlant, j'ai rien contre elle. Mais juste, avec l'accumulation des mois et de tout ce qui s'est passé, ce jour-là, je pouvais plus le regarder dans les yeux et je pouvais plus l'entendre. À partir de là, tout est arrivé en 3 jours. Jeudi, je perds l'appétit, je mange plus, je parle plus, j'ai goût à rien. Vendredi, je refuse d'accepter que je suis en burn-out, alors je force. Samedi, j'arrive plus à me lever. Voilà, c'était l'histoire de ce gars qui voulait tout et qui l'a presque eu. Celui qu'on félicite quand il a juste survécu. Le rêveur inarrêtable qui n'arrêtait jamais. Je suis le ça va lancé à table, alors que tout crie à l'inverse. Je suis un créatif aveuglé par sa mission qui ajoute des briques sur sa propre destruction. Je suis mort. Pas dehors, mais dedans. Mort d'un truc qu'on voit pas. Mort d'avoir trop donné, trop voulu faire bien. Mais quitte à tomber, autant que ça serve. Alors je laisse une trace qui restera. Des images immortelles que ni le temps ni l'espace ne pourront enterrer. Pour celui qui tombera dessus, quand lui aussi sera à bout, qui s'y reconnaisse un peu et reprenne son souffle. Parce qu'au fond, je suis le gars qui croyait que l'audace suffisait et qui a compris que parfois, le prix à payer, c'est soi-même.